ABM. 3 lettres qui obsèdent, interpellent ou suscitent la curiosité des professionnels du marketing, du commerce et des dirigeants d'entreprise. Derrière ces 3 lettres se cache non seulement une révolution marketing, mais surtout une véritable prise de conscience. La nécessité de proposer une expérience prospect unique. Alors l'ABM oui, mais pourquoi ? Avec qui ? Comment faire et avec quels outils ? C'est pour répondre à toutes ces questions, et bien d'autres, que l'agence Winband vous propose ABM Experience, le premier podcast francophone autour de l'account-based marketing. Inspirez-vous des retours d'expérience d'invités experts, découvrez des cas d'usage et des exemples concrets de campagne pour vous aider à réenchanter vos relations prospects et clients. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e numéro d'ABM Experience, le premier podcast francophone qui parle de l'account-based marketing proposé par l'agence Winband. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de l'ICP et des personas, 2 outils indispensables à toute stratégie d'ABM afin de cibler les bons comptes et les bonnes personnes pour envoyer le bon message au bon moment. Et qui dit ABM, dit personnalisation, et qui dit personnalisation, dit ICP et persona. La boucle est bouclée. Nous en parlerons également avec nos invités du jour. Il s'agit de Stéphane Truffem, consultant inbound marketing chez Captain Marketing, et Léa Liov, manager de projet ABM chez Winband. Si tu prends cette définition de l'ICP, ça te permet de par rapport à ta masse de clients, d'en extraire quelques-uns qui seraient idéaux parce que justement moins d'investissement pour vendre et moins d'investissement pour contenter le client. Et du coup, tu regardes quels sont les look-alike dans tes leads. Tiens, il y a des leads qui correspondent à mon client idéal. C'est vers ces leads-là que tu vas effectivement être le plus vigilant, le plus concentré, peut-être les mettre en termes de priorité dans tes activités commerciales. J'ai un exemple qui me vient en tête avec un client qui est acteur du e-commerce, qui prospectait un certain nombre de types, une certaine typologie d'entreprises. Et en fait, ça fonctionnait pas très bien. Leur campagne ne donnait pas de résultats. Donc, on a décidé de faire un ICP ensemble. Et en fait, on s'est aperçu qu'ils visaient trop haut par rapport à leur maturité, par rapport à leur solution. Et du coup, on a eu un travail par la suite de recalibrage en fait de leur stratégie. Donc, ça a été un point assez important. Enfin, nous terminerons cet épisode par les dernières actualités, nouveautés et bonnes pratiques à connaître autour de l'ABM et du marketing B2B. ABM Experience épisode 8, c'est parti. Avant de se lancer dans une stratégie d'ABM, d'un point de vue opérationnel, il faut prendre le temps de conceptualiser les choses pour construire des fondations solides. Imaginez que vous construisez une maison. Les campagnes marketing, l'emailing, les box cadeaux et tout ce qui peut sembler fun à mettre en place constitue la décoration de votre habitation. Mais si tout cela ne repose pas sur du solide, vous dépensez alors de l'argent pour construire un château de cartes qui risque de s'écrouler au moindre faux pas. ICP et persona sont 2 socles à savoir construire et activer avec précision. Surtout ne les ignorez pas, car ce sont des pièces maîtresses de l'ABM. Alors rentrons maintenant un peu dans le détail. ICP signifie Ideal Customer Profile. En français, on pourrait dire profil client idéal. Le but est de se servir de l'ICP pour savoir quelles sont les typologies d'entreprises à adresser. Votre ICP est une entreprise type qui a exactement besoin de votre produit ou de votre service, votre client idéal. Mais attention, il ne doit pas s'agir d'une marque, mais bien d'un ensemble de critères objectifs, construits et identifiés à partir d'attributs spécifiques, comme par exemple un secteur d'activité, une estimation du chiffre d'affaires, un nombre de salariés ou encore un lieu d'implantation. Toutes ces données, c'est ce qu'on appelle des données firmographiques. Et selon votre secteur d'activité, elles peuvent également être complétées par des données technographiques. C'est ce qui permet notamment de savoir quels outils une entreprise utilise pour comprendre sa capacité et sa volonté d'adopter de nouveaux produits complémentaires. Pour les entreprises qui vendent des services et des solutions numériques, les données technographiques sont extrêmement précieuses. Concrètement, si vous cherchez à toucher des entreprises dans le monde des spiritueux, votre ICP ne doit pas être Pernod Ricard ou LVMH. Il doit être par exemple une entreprise située en France, leader sur son marché, avec un chiffre d'affaires de plus de X millions d'euros, comptant X salariés et vendant ses produits à l'international. Bien définir son ICP permet de faciliter l'alignement entre commerciaux et marketeurs. Les parties prenantes de l'approche ABM peuvent ainsi mieux concentrer leurs efforts si elles savent à qui parler. Cela signifie connaître l'actualité du marché et du secteur, mieux identifier les besoins, les points de friction et les tendances du moment. Votre ICP peut répondre à un ou plusieurs objectifs. Cela peut être l'alignement avec votre plan stratégique, un potentiel de marge brute, la conquête d'un nouveau territoire ou encore un nouveau secteur d'activité.
On peut également ajouter à ça l'exploration de comptes similaires à vos comptes existants, des stratégies d'upsell ou de cross-sell, ou encore la mise en vente de produits et services spécifiques. Pour bien définir votre ICP, vous devez vous poser les bonnes questions. Je vous donne quelques exemples. Quelle problématique résolvez-vous? Comment votre compte clé la définit-il? Y a-t-il d'autres acteurs sur le marché qui s'attaquent à cette problématique? Comment vous, en tant qu'entreprise, allez-vous apporter une valeur unique? À noter que si votre ICP doit être stable, et en général ne pas évoluer tous les jours, il peut toutefois être revisité ou mis à jour 1 à 2 fois par an, afin de l'ajuster selon les résultats de vos campagnes ou de vos nouvelles ambitions business. Maintenant que vous savez tout sur l'ICP, revenons à présent sur les personas. Les personas, ce sont des portraits robots, des personnes physiques qui travaillent pour les entreprises correspondantes à vos ICP. Un peu comme un écrivain finalement qui crée des personnages fictifs, un professionnel du marketing doit créer et faire vivre des personas. Chacun dispose d'un nom, d'une identité, de critères socio-démographiques particuliers, et il faut le considérer comme une véritable personne, avec une photo, un nom, un prénom, un sexe et un âge. Il doit également disposer de caractéristiques propres liées à son mode de vie, à ses habitudes d'achat, à son parcours professionnel et universitaire, mais également à ses loisirs, ses habitudes de lecture, ses responsabilités et son pouvoir de décision. Pour définir un bon persona, il faut être capable d'aller au-delà des critères sociodémographiques de base et creuser aussi précisément sur les différentes étapes du parcours de décision. Le but ici est de mieux comprendre ses déclencheurs, ses freins, ses motivations, ses challenges et tout ce qui peut compter sur le plan comportemental et cognitif, afin de mieux cerner ce qui peut accélérer ou ralentir une prise de décision. Sans ces données, votre persona ne vous sera pas très utile. Alors bien sûr, vous aurez quelques informations de base, mais c'est bien sur le processus décisionnel et toute sa complexité que la valeur de votre persona peut faire toute la différence. Ce travail, parfois complexe, peut se réaliser en interne ou alors avec une aide extérieure, agence ou consultant, qui viendra vous appuyer dans la démarche. Le persona est important, car il conditionne le parcours client et les interactions existantes entre une marque et un client. Il joue un rôle clé pour construire vos campagnes marketing, vos contenus et vos messages personnalisés afin de savoir à qui parler. Concrètement, si vous vendez une solution logicielle pour améliorer, disons, la gestion des notes de frais, vos personas peuvent être à la fois le DSI, mais également le directeur de la transformation digitale, voire le DRH. Chacun ayant à un moment ou un autre un rôle à jouer dans le processus de décision d'achat. Sans persona, vous risquez de boxer dans le vide et vous allez vous épuiser très vite. Et pour en savoir plus, il est à présent temps de passer à la seconde partie de notre émission avec l'interview de nos invités. Bonjour Léa Liov, vous êtes manager de projet ABM chez Winbond. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle et la manière dont vous accompagnez vos clients en matière d'ABM? Oui, bien sûr. Merci de me recevoir dans un premier temps dans cet épisode. Alors nous, on accompagne les clients en fait dans la construction et le déploiement de leur stratégie d'ABM, donc d'account-based marketing. Donc autant sur l'aspect réflexion stratégique que sur l'aspect opérationnel. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment les accompagner de A à Z dans le déploiement de cette stratégie. Donc ça commence par un premier travail en fait d'identification des comptes cibles, donc qui vont être à fort potentiel pour leur business et leurs objectifs commerciaux. Et ensuite, on va aller faire des recherches approfondies sur ces comptes cibles, sur leur marché, sur leurs enjeux, pour vraiment aller identifier des points clés sur lesquels on va baser la stratégie. Et ensuite, on va construire des messages en fait qui vont être les plus pertinents et on va aller les personnaliser au maximum pour aller influencer les comptes et essayer de se démarquer, d'obtenir un rendez-vous et au mieux de closer un deal. Donc quand on parle d'ICP et de persona, c'est quelque chose que vous connaissez par cœur? Oui, tout à fait. Ouais, c'est des outils qu'on utilise beaucoup dans la stratégie d'ABM. Ouais. Ah, et de l'autre côté, nous avons également Stéphane Truffem. Stéphane, vous êtes consultant inbound marketing chez Captain Marketing. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre rôle et votre mission? Bonjour Léa, bonjour Julien. Merci pour l'invite, c'est vraiment très sympathique de participer à ce podcast. Alors moi, je suis un vieux de la vieille du digital, donc j'ai fondé une agence dans les années 2000, donc une agence qui ressemblait en tout point à Winbond. Voilà, puis je me suis intéressé très tôt aux notions d'inbound marketing et de content marketing. Et donc aujourd'hui, j'ai revendu mon agence en 2015 et j'accompagne désormais mes clients en tant que consultant, en tant que solo, donc sur des dimensions d'inbound marketing, génération de leads, globalement, et de content marketing. D'accord, très bien. Alors quand on parle d'ABM, évidemment, on parle d'ICP, on parle de persona. On va commencer par l'ICP parce que c'est important de bien réexpliquer les choses, en particulier pour les personnes qui nous écoutent.
Le client idéal, donc cet ICP, il est parfois défini de manière un peu informelle dans la tête du directeur marketing ou du directeur commercial. C'est pas forcément formalisé. Ma première question, Léa, c'est de savoir, est-ce qu'il faut le formaliser et si oui, pourquoi c'est important de le faire? Oui, donc en fait, effectivement, nos clients viennent souvent avec une idée un peu, fictive du client idéal qu'ils souhaitent, adresser. Mais en fait, on s'aperçoit en faisant cet exercice donc de création de l'ICP que parfois il y a un vrai fossé entre, la réalité et ce qu'ils se sont imaginés. Donc c'est important de le faire. J'ai un exemple qui me vient en tête avec un client donc qui est dans acteur du e-commerce, qui prospectait un certain nombre de types enfin une certaine typologie d'entreprise et en fait, ça fonctionnait pas très bien. Leur campagne ne donnait pas de résultats. Donc, on a décidé de faire un ICP ensemble et en fait, on s'est aperçu qu'ils visaient trop haut par rapport à leur maturité, par rapport à leurs solutions et du coup, on a eu un travail par la suite de recalibrage en fait de leur stratégie. Donc, ça a été un point assez important. Donc, effectivement, c'est un outil qui est très utile pour bien aligner la stratégie commerciale et marketing et puis euh, ça permet vraiment de centraliser ses ressources et son énergie au bon endroit et d'adresser les bonnes entreprises et on sait il va y avoir des résultats par la suite, quoi. Donc, au moins les commerciaux, voilà, l'équipe marketing et l'équipe commerciale, c'est précisément quelle typologie d'entreprise adresser et ils peuvent s'acculturer plus rapidement en fait à leur manière de fonctionner, etc. D'accord, très bien. Mais alors, faire un ICP, c'est une chose, mais maintenant, Stéphane, concrètement, comment on fait? Comment bien construire son client, son profil client idéal? Déjà, premier point, c'est un parti pris. Je ne sais pas si Léa le partagera. Moi, je fais vraiment un distinguo entre persona et ICP. L'ICP, Ideal Customer Profile, donc le client idéal. Donc, c'est plus une notion commerciale, tandis que le persona est plus pour moi une notion marketing. Bien évidemment, tout ça, à un moment donné, doit se recouper. Le customer idéal, c'est quoi? C'est finalement celui qui nécessite un cycle de vente le plus court, le plus facile, une durée de vie client la plus longue et la moins, entre guillemets, emmerdante, quoi. Si vous êtes face à un client qui vous appelle toutes les 30 secondes pour vous poser des questions et qui finalement vous prend une bande passante énorme, vous voyez bien, si on fait par exemple du service, vous voyez bien que ça va pas être rentable. Donc l'idée, c'est de se dire, parmi tous mes clients, quels ont été ceux que j'ai finalement signés quelque part très facilement. Alors, il n'y a jamais rien de facile, mais dans tous les cas, ceux que j'ai signés le plus facilement possible et ceux qui ont une appétence par rapport à mon offre la plus grande, ce qui fait que finalement, j'ai moins d'interaction avec de support ou d'interaction suite à la vente avec eux. Et c'est eux qui vont rester le plus longtemps fidèles à ma marque, à mes offres. Voilà. Donc ça, c'est déjà pour moi, la base de l'ICP finalement, c'est aller interroger ces commerciaux et leur demander finalement sur quelle typologie de client vous avez eu le moins de difficultés à signer, et puis peut-être aller de manière identique, aller interroger son support, son service client, et là pareil, avec quel finalement client vous avez le moins de problèmes. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que là, on se base principalement sur l'historique des clients existants, mais ça veut dire qu'il faut que les clients avec qui vous travaillez soient déjà des clients considérés comme idéaux, en fait, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Justement, si tu prends cette définition de l'ICP, ça te permet par rapport à ta masse de clients, d'en extraire quelques-uns qui seraient idéaux parce que justement, moins d'investissement pour vendre et moins d'investissement pour contenter le client. Et du coup, tu regardes quels sont les look-alike dans tes leads. Tiens, il y a des leads qui correspondent à mon client idéal. C'est vers ces leads-là que tu vas effectivement être le plus vigilant, le plus concentré, peut-être les mettre en termes de priorité dans tes activités commerciales. Et alors concrètement, qui doit faire ce travail? Qui doit construire cet ICP? Est-ce que c'est le marketing, c'est le commercial, c'est, je sais pas, la direction générale? Qui doit prendre ce projet vraiment en charge? À mon sens, c'est un travail qui doit être fait en alignement avec les deux équipes, puisque le marketing va pouvoir faire vraiment ce travail d'identification des critères, vraiment l'étude de la data existante sur le portefeuille client. Mais ça va être important aussi d'intégrer l'équipe commerciale pour la sélection de ces critères, de nous dire quels clients vont être considérés comme étant les meilleurs clients, pourquoi, et de valider tout ça.
parce que par la suite, effectivement, on va pouvoir créer différents ICP aussi. Donc ça va dépendre aussi des objectifs commerciaux. Mais je pense que c'est super important d'aligner les deux équipes sur ce sujet-là. Oui. Ouais, je suis complètement d'accord. Autant je disais que c'était un concept qui était plus proche du commerce que le persona qui est plus finalement qui va aider. Bon, on le verra après, mais aider à travailler notamment sa stratégie d'inbound marketing, de content marketing. L'ICP doit être malgré tout initié par le marketing. Donc ce sont les marketeurs qui doivent aller finalement farfouiller dans les datas des commerciaux, aller aussi interroger les commerciaux. Tiens, est-ce que tu as eu du mal sur telle typologie de clients? Est-ce que tu as eu du mal ou au contraire, est-ce que tu as signé plutôt rapidement? Et là, pour le coup, une fois qu'on a défini ses ICP en fonction de la stratégie, de ses offres, la complexité et du nombre de ses offres, ben, on peut aller se dire, bah, tiens, puisqu'on va parler d'ABM également, l'ICP va nous aider aussi à choisir les comptes clés sur lesquels on a le plus de chances et de potentiel de signer rapidement. Alors, par expérience, vous qui travaillez tous les deux en agence, ou qui avez travaillé tous les deux en agence, est-ce que vos clients ou les personnes avec qui vous interagissez connaissent l'ICP? Est-ce qu'elles savent ce que c'est? Est-ce qu'elles savent la différence entre ICP et persona? Et où est-ce qu'il faut passer du temps à éduquer, à expliquer, à raconter un peu cette histoire? Alors nous, on fait un petit travail d'acculturation à cette notion. C'est vrai que, en fait, c'est un peu du bon sens. On vise tous, avec nos objectifs commerciaux, un certain nombre, une certaine typologie d'entreprise, mais c'est bien aussi d'appliquer une certaine méthodologie à ça. Et c'est important d'éduquer justement nos clients sur le sujet pour ensuite orienter les stratégies. Stéphane, même chose, hein? De mon expérience, je trouve que les clients s'arrêtent très très souvent à des critères un peu démographiques, donc finalement une fonction, une taille d'entreprise, un secteur d'activité, et là ils se disent bah voilà, tiens, c'est mon client idéal. Or ça va quand même plus loin. Il va y avoir finalement ce qui va relier aussi l'ICP et le persona, c'est le point de douleur. Donc on voit que sur un même secteur, sur une même taille d'entreprise, sur une même fonction, il peut y avoir des gens qui ont un point de douleur qui est très vif, qui est très important, et donc qui va avoir une appétence forte par rapport à nos offres, et d'autres donc qui ont à peu près les mêmes finalement critères démographiques, je vais dire, mais qui ressentent pas ce point de douleur parce que ils sont sur d'autres sujets ou peu importe. Donc là, on a beaucoup moins de chances d'être efficace et de placer son offre facilement. Donc l'idée, c'est d'aller, bien évidemment, de s'appuyer sur ces critères démographiques, mais tenter d'aller beaucoup plus loin et d'injecter aussi les critères comportementaux et notamment ces fameux points de douleur qui vont nous aider à la fois d'un point de vue marketing mais également commercial. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Léa, Stéphane et Léa, parce que notamment la question des données est hyper intéressante quand on crée un ICP. Il faut pas se baser uniquement sur une approche empirique, sur l'intuition ou la connaissance du terrain, mais comment est-ce qu'on fait pour intégrer justement des données fiables? Est-ce qu'il faut faire des interviews clients? Faut aller acheter de la donnée ailleurs? Comment est-ce qu'on utilise cette donnée tierce pour faire un ICP ou un persona de manière très structurée? Concernant l'ICP, la data qu'il va falloir aller chercher, c'est essentiellement, comme je le disais précédemment, ça va être des cycles de vente en fait. Est-ce que mon cycle de vente a été plutôt très court? Est-ce que mon investissement d'un point de vue commercial finalement n'a pas été très très important? Oui ou non? Voilà. Globalement c'est la data qu'on va aller chercher auprès des commerciaux, et pareil auprès du service client ou du support client. Donc est-ce que je suis face à des clients qui me sollicitent énormément ou qui sont pas très satisfaits finalement de leur achat ou de la prestation, ou au contraire est-ce que ils sont super contents et à la limite même est-ce que ça en devient des ambassadeurs. Bon, le persona, c'est un concept qui est complètement différent. On peut démarrer d'une page blanche pour le persona, et donc là, je dirais que c'est le mieux du mieux, c'est d'aller se confronter au terrain, et c'est des enquêtes, ça va être des entretiens, beaucoup d'entretiens, et donc il faut passer du temps. Et d'un point de vue marketing, il faut aller passer du temps auprès de ses clients, quoi. Je rejoins complètement Stéphane sur son avis, donc par rapport à l'ICP notamment. On va pas aller approfondir comme au niveau des personas. L'ICP, on va vraiment se tenir à des critères un peu qualitatifs, donc par rapport au service client, par rapport aussi aux revenus générés. Et effectivement, les personas, nous, chez Winbound, en tout cas, on aime bien aller interviewer des personnes qui occupent les postes clés et pouvoir comme ça, en fait, à travers différents entretiens avec différentes personnes,
pouvoir vraiment analyser et ressortir les tendances principales qui ressortent et les enjeux clés. D'accord. Donc là, on va avoir effectivement, on va creuser un peu plus le sujet et on va pas s'en tenir juste à des données extraites du CRM, par Ouais, exemple. il faut prendre le temps vraiment de creuser, d'aller en profondeur, d'aller récupérer les bonnes données. C'est ça. Alors, un ICP comme un persona, c'est pas une image fixe, c'est une image qui fonctionne à un instant T, mais ça évolue dans le temps. À quelle fréquence et dans quelles circonstances on doit le faire évoluer? Est-ce que c'est s'il y a une campagne qui décolle pas, par exemple, ou est-ce qu'il y a d'autres points de départ qui font qu'on doit faire évoluer son ICP ou son persona? À mon avis, il faut le faire évoluer tout le temps, notamment le persona. Hein. C'est une matière très très mouvante quelque part parce que les marchés vont avoir une certaine maturité. Si je prends un exemple, aller autour du marketing automation, imaginons qu'on soit une SaaS qui propose une solution de marketing automation. Ben on voit qu'il y a encore les 10 ans, le marketing automation était absolument pas connu ou très mal connu. Donc là, on a besoin de beaucoup, de faire de la pédagogie autour de ces sujets. Aujourd'hui, on voit que tous les marketeurs connaissent bien cette notion et donc ils vont chercher à aller beaucoup plus loin qu'est-ce que c'est que le marketing automation. Donc on va rentrer dans probablement dans des interrogations autour de l'optimisation. Tiens, mes séquences marchent pas. Comment je peux analyser la data comportementale? Comment je peux, une fois que j'ai détecté des leads potentiels, les passer peut-être de manière plus agile à mes commerciaux et faire en sorte que mes commerciaux les prennent rapidement en charge, par exemple. Hein, ça peut être des questionnements comme ça. Donc oui, les marchés évoluent, les enjeux évoluent, les problématiques, les pains des clients évoluent. Donc c'est une matière qui est vivante et il faut la travailler, je dirais, quasi au quotidien. Et ne serait-ce que de la data comportementale, j'écris un article de blog, je fais un podcast, je fais une vidéo, il y a un podcast ou un article de blog qui performe 10 fois mieux qu'un autre, a priori, c'est probablement que le sujet intéresse plus mes cibles, mon audience, donc mon persona, que le sujet qui a moins performé. Donc, il faut vraiment avoir une veille, vraiment une vision à 360 degrés en permanence pour voir un peu quelle est l'évolution du marché et se poser la question de savoir s'il faut adapter en permanence son ICP ou son persona. L'ICP, à mon sens, évolue quand même moins rapidement que le persona. Le persona, c'est oui, il faut se nourrir de la data comportementale qu'on va récolter depuis ses propres interactions sur des médias sociaux, sur son site web, sur son blog, bien évidemment à travers les entretiens, super important. Donc régulièrement, il faut aller redescendre dans l'arène, je dirais, en tant que marketeur, et puis décrocher son téléphone, faire de la visio, aller sur peu importe, sur des événements, sur des salons, et discuter tout simplement avec ses clients, avec des prospects potentiels. Et c'est là où on arrive à se nourrir, à mieux comprendre quels sont à la fois leurs enjeux du moment et comment ils expriment ces enjeux. Ça aussi, c'est super important. C'est à partir finalement de cette équation, je comprends les enjeux de mes clients, donc leurs pains. Je comprends aussi, j'ai détecté comment ils formulaient ces pains-là, et là je peux créer des contenus et des stratégies inbound ou ABM qui sont super efficaces. D'accord, très bien. Alors le persona s'intègre dans un ICP. Maintenant la question c'est de savoir combien est-ce qu'il y en faut, parce qu'on a un ou plusieurs profils de clients idéaux, et combien est-ce qu'on doit avoir de persona par client idéal? Est-ce qu'il faut être très exhaustif, quitte à en avoir 10, 15, 20, ou au contraire être très sélectif? Quel est votre regard sur ce sujet? Moi, je dirais que concernant l'ICP, c'est intéressant d'en avoir un différent par solution ou produit, parce qu'on va pas mettre en avant les mêmes arguments, on n'aura pas les mêmes objectifs commerciaux. Le persona, c'est un petit peu plus complexe. Il va falloir trouver finalement c'est par rapport au pain en fait. Donc si y a, par rapport à mon offre, s'il y a plusieurs pains qui vont s'exprimer, on est face à différents personas. Voilà. Donc il y a pas de réponse préconçue. C'est en fonction des pains qui vont s'exprimer sur le marché. Voilà. Et donc après, si on détecte plusieurs pains, on peut se dire, tiens, ma solution va répondre probablement mieux au pain A et au C, par exemple. Donc je vais prioriser finalement ces deux personas plutôt que le persona B qui est peut-être un peu plus éloigné de ce que je sais faire. Effectivement, en plus en ABM, on identifie en fait un certain nombre de contacts décisionnaires. Donc,
on va aller influencer à différents niveaux. On peut influencer des fonctions qui vont être estimées prioritaires et d'autres fonctions qui vont être qui vont avoir un niveau d'influence un peu plus secondaire dans la prise de décision finale. Donc nous, on aime bien en ABM avoir différents personas par rapport à ces fonctions clés-là, parce que ça va nous aider à pouvoir étendre en fait notre influence, et on va vraiment aller toucher plus de personnes et bien comprendre leurs enjeux à chaque fois et adresser des messages différents par persona. Donc effectivement, oui, c'est bien d'en avoir plus. Vaut mieux être exhaustif à ce niveau-là. Ouais, effectivement, dans une strate ABM, c'est important parce que on voit que les pains vont s'exprimer là aussi de manière différente. Je suis acheteur, ce qui m'importe, c'est le budget. Tout à Ou fait. c'est le CTO, par exemple. Donc ça, c'est des sujets qu'on va aborder quand on est face à un acheteur et qu'on veut finalement l'influencer de manière positive. Donc on voit que c'est des pains qui vont s'exprimer de manière complètement différente par rapport à un chef de projet, par exemple, qui a les mains dans le cambouis et qui va avoir donc des questionnements complètement différents. C'est ça. Et en ABM, on est vraiment dans du cousu humain. On étudie vraiment chaque compte cible de manière approfondie. Et en fait, on est sur des cycles de vente très longs qui incluent un certain nombre de décisionnaires. Donc, vraiment, pour gagner en performance, on va aller toucher tout ce cercle de décision de manière élargie. Et avoir une bonne connaissance de ces personnages, c'est essentiel. D'accord. Alors, est-ce qu'une entreprise peut créer seule son ICP et ses personas, ou est-ce qu'il faut qu'elle passe nécessairement par une agence? Et dans tous les cas, quelles sont les erreurs à éviter au moment de formaliser son ICP et son persona, Stéphane? Alors je dirais qu'elle peut, bien évidemment, elle peut le faire tout seul. Bon, c'est toujours bien d'avoir un regard externe et d'être accompagné parce que des réflexes, parce que probablement aussi, ne serait-ce que quand on va faire une démarche de persona, on parlait tout à l'heure d'entretien, qui sont quand même au cœur, qui restent au cœur de cette démarche-là. Faire un guide d'entretien qui soit efficace, c'est pas évident. C'est des vraies compétences. Donc c'est toujours bien quand même d'être épaulé. Mais bon, théoriquement, je suis marketeur dans une direction marketing, je peux m'en sortir, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, et ça sera ma dernière question, qu'est-ce qu'on peut dire aux entreprises qui veulent faire de l'ABM et qui n'ont pas forcément envie de passer du temps sur la création d'un persona ou d'un ICP? Alors, l'ICP, je pense qu'on peut s'en passer dans une certaine mesure. Si on a déjà un axe stratégique bien défini, qu'on sait où on veut aller, vers quel compte cible et qu'on sait pourquoi. Après, ça restera toujours à challenger, évidemment, mais si on a déjà une idée très précise là-dessus, je pense que l'ICP, on peut éventuellement faire l'impasse. Mais les personas, pour moi, c'est un élément vraiment essentiel dans la stratégie parce que ça va orienter toute la stratégie éditoriale. On va s'appuyer sur les vrais enjeux. Enfin, c'est vraiment une étape à ne pas manquer. Donc, à mon sens, ouais, ça passe en priorité sur l'ICP. Stéphane? Ouais, non, je me rejoins effectivement Léa. Je pense qu'on peut démarrer sans persona. C'est quand même très 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 risqué. Après, avec la data comportementale, je peux me dire voilà, j'ai à peu près une idée finalement du pain que j'adresse. Je vais tenter des contenus. Est-ce que ces contenus rencontrent finalement un succès ou pas? Ça, c'est de la data comportementale. Encore une fois, j'ai créé un article de blog, il a été vu 10 fois ou 10 000 fois. On voit bien que c'est pas du tout la même chose. Alors, c'est pareil dans une stratégie ABM, finalement, j'adresse peut-être un email, j'adresse un contenu, j'adresse un livre blanc. Est-ce que j'ai des retours? Est-ce que ça me permet d'ouvrir des portes? Donc, on peut avancer comme ça, et à tâtonnement. On prend plus de risques, ça demande plus de moyens, ça demande plus de temps. Donc c'est un peu dommage, mais ça fait aussi partie finalement de cette construction de persona. Et d'ailleurs c'est le terrain malgré tout qui sera le juge de paix. Donc on peut très bien démarrer sur un persona, se dire on pense que il a tel pain et qu'il exprime de telle manière et donc on va lui adresser tel contenu, mais tant qu'on n'aura pas adressé ces contenus, tant qu'on n'aura pas fait nos actions marketing, notre campagne ABM, inbound, peu importe, et qu'on n'a pas de résultat, on est toujours dans le flou. Donc c'est vraiment la data finalement qui va nous dire ok, j'ai fait un persona et effectivement je ne me suis pas planté, j'ai bien mis là le doigt sur là où ça fait mal, ou au contraire je devais être un peu à côté et puis j'ai pas vraiment de retour, ma campagne fait un flop et du coup il faut que je change. Donc le persona pour moi on peut démarrer sans. C'est un risque en termes d'investissement, en termes de temps. Après, de toutes les manières, même si on a fait son persona, encore une fois, c'est le terrain et c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est super évolutif. Donc c'est aussi en agissant
C'est aussi en pratiquant finalement son marketing qu'on va pouvoir analyser la data et se dire tiens, voilà, mon persona, je l'ai plutôt réussi, et puis peut-être que quelques mois après, on s'aperçoit que il change dans ses comportements, dans ses besoins, et donc là aussi, il va falloir que j'adapte ma prise de parole, tout simplement. Donc en résumé, c'est indispensable, ou en tout cas très fortement recommandé, c'est évolutif, faut se baser sur la donnée, faut aller voir les gens, faut aller sur le terrain, et tout ça, ce sont des bonnes pratiques qui permettent de construire son ICP et son persona, c'est bien ça? Exactement, oui. C'est très bien résumé. Parfait. Écoutez, merci à tous les deux de votre participation. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle, Léa Lioff, que vous êtes manager de projet ABM chez Winbound. Stéphane Truffem, quant à vous, vous êtes consultant inbound marketing chez Captain Marketing. Merci à tous les deux pour cet échange. Merci. Merci. À bientôt. Dans un monde qui évolue vite, il est important de se tenir informé des nouveautés, des tendances et des bonnes pratiques autour de l'ABM. Notre comité éditorial passe en revue tout ce qui sort sur le sujet de l'ABM, en français et en anglais, afin de sélectionner pour vous les meilleures informations susceptibles de vous intéresser. Voici donc le moment de notre revue de presse. Les directeurs marketing placent la culture de la donnée en tête de leurs futures compétences. C'est ce que montre l'étude « Quels enjeux et quelles priorités pour les CMO en 2022 et au-delà ». Une étude qui est publiée par l'association ADTM et l'institut de sondage BVA qui observe les évolutions du marketing. En plus de l'importance de la donnée, l'étude s'attarde aussi sur les futurs leviers à considérer pour le marketing B2B. Il s'agit des sciences comportementales, du développement des innovations de rupture, des outils MarTech et AdTech, ainsi que du design d'expérience. Ce sont les prochaines tendances à surveiller de très près et qui pourraient bien venir garnir la boîte à outils des professionnels du marketing, aussi bien pour vous que pour les futures personnes que vous allez recruter. JC Market Research vient de publier une étude mondiale consacrée aux outils d'ABM avec des statistiques précises sur l'évolution de l'industrie de ces outils. On peut noter qu'une donnée de ce rapport souligne notamment l'importante fragmentation du marché des logiciels ABM. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'existe pas un outil qui domine les autres, mais plutôt une dizaine d'éditeurs qui se partagent le marché, avec parfois des fonctionnalités très différentes. Parmi les plus connus, on peut noter Sixsense, Acton, Adobe Campaign, Demandbase, InsideView, Marketo ou encore Terminus. Choisir son ou ses outils ABM peut donc être légitimement complexe pour les entreprises et les directions marketing. Raison de plus pour bien se faire accompagner afin de ne pas surinvestir inutilement. Avant de nous quitter, voici les 3 choses à retenir. Numéro 1. ICP et persona sont 2 choses différentes. L'ICP est lié aux typologies d'entreprises ciblées, alors que les personas concernent les personnes susceptibles d'influencer ou d'être partie prenante de la décision d'achat. Numéro 2. Il ne faut surtout pas faire l'impasse sur la formalisation de votre ICP et de vos personas. Le fait de les co-construire, de les écrire et de les partager fait partie de l'acculturation de vos équipes à l'ABM. Numéro 3. ICP et persona sont des repères qui doivent être stables dans le temps. Ils ne sont pas censés être mis à jour trop souvent, car c'est sur eux que se base notamment votre stratégie opérationnelle. Il faut donc mieux prendre le temps qu'il faut pour bien les structurer, et ce dès le départ. Et c'est la fin de notre 8e numéro consacré à l'ICP et au persona. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le 9e épisode, où nous parlerons du baromètre consacré à l'état de l'ABM en France. À très vite. Vous souhaitez en apprendre plus sur l'ABM? Alors adhérez à la communauté du club ABM Experience sur abmexperience.fr pour échanger avec vos pairs et participer à des événements exclusifs. Merci de votre fidélité.